On va commencer. Je sais que tout le monde aimerait avoir avoir les téléphones, avoir des nouvelles par rapport à l'actualité. Mais on laisse l'actualité un peu à côté pendant 1h30. Et en fait, on a un moment assez important. Moi, j'ai attendu à peu près 5 ans pour le moment comme ça. Je pense qu'Alain, pour la création comme je disais avant, l'accouchement de cette livre est attendu depuis longtemps. Et voilà, alors, merci beaucoup Alain pour cette création, on peut dire. Je voulais juste vous raconter une petite histoire par rapport aux les dialectes judéo-alsaciens. Moi, ça fait à peu près 6 ans que je m'occupe de patrimoine. Voilà, on se connaît tout le monde ici. Et au début, quand j'ai commencé, j'étais allé voir les maires ici, les maires là-bas, etc. Et chaque fois, au début, presque automatiquement, les maires au début me disent mais votre accent, c'est... Et chaque fois, je dis ah, c'est le village à côté. Voilà, c'était vraiment pour s'intégrer dans les dialectes locaux. Et bon, encore, je ne comprends pas l'alsacien, mais le jus d'alsacien non plus. Mais c'est vraiment avec Alain, et en fait, j'ai eu la chance qu'il m'accompagnait depuis le début par rapport au patrimoine. Ça veut dire par rapport les rituels, par rapport les dialectes, par rapport plein de choses. Et comme vous savez, chaque lundi à 14h, on fait des missions Zoom sur le patrimoine et la culture. Et souvent, on voit Alain qui nous joint et qui nous explique par rapport les dernières fois, c'était le Minagim. Voilà. Oui, sur YouTube, on a tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 95 émissions. Voilà, donc vous pouvez regarder. Et en fait, c'est une collection qu'on a sur différents sites, sur différents rituels locaux. Alors, en fait, la réunion qu'on a fait avec Mathilde, la directrice de l'édition de Nublé, ça fait déjà un moment, ça fait quelques années qu'on parle de ça. Et je te laisse peut-être dire. Je pense que, bonsoir, messieurs, dames. Je pense que ça fait 2 ans à peu près, parce que je disais à Alain Kahn que pour la première fois, je l'avais vu en vrai, en photo. Ce matin, on a fait une photo qui paraîtra dans les DNA autour du livre, et je ne l'avais encore jamais vue. Donc, c'était la première fois qu'on s'est vu, c'était avec le masque, donc c'était il y a moins de 2 ans. Et je suis très heureuse qu'on fasse ce soir le lancement ici du livre au Centre communautaire de la paix, parce que ce projet est né vraiment ici, dans ce bâtiment, grâce à Yoav. Donc il y a à peu près 2 ans, il nous a réunis, Alain Kahn et moi-même, il sentait que peut-être il y aurait quelque chose à faire entre La Nuée Bleue et Alain Kahn, et c'est vrai que ça a marché assez vite. Et on a, surtout Monsieur Kahn a travaillé pendant ces années pour aboutir à ce livre. Alors sur le judéo-alsacien, on est donc sur c'est pas le premier livre qu'on fait sur le judéo-alsacien. On en a sorti un il y a quelques mois avec Freddy Raphaël qui parlait d'humour. On en a ressorti un il y a 3-4 ans, c'était le grand rabbin Simon Debré qui avait publié en 1933 l'humour judéo-alsacien. Donc on a réédité ce livre. Et alors il écrivait déjà en 1933 que c'était un dialecte en voie de disparition. Et il a fait ce livre, donc il y a aussi à peu près 350 expressions, en disant il faut que ça perdure. Et on est à peu près 100 ans après, et le dialecte, on dit encore qu'il est en voie de disparition, mais il n'a toujours pas disparu, donc on peut garder bon espoir. Alors sur cette rencontre ici, qui a eu lieu, donc Alain Kahn, je pense que vous le connaissez tous mieux que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, il faudrait le présenter. Donc il est très engagé dans les domaines culturels et culturels, et ce n'est pas son premier livre, mais c'est son premier livre aux éditions La Nuée Bleue. Il avait cependant déjà participé à un ouvrage collectif il y a quelques années, donc on s'était quand même croisés. C'était le livre publié sous la direction de Freddy Raphaël, Les Juifs d'Alsace au XXe siècle, où Alain Kahn avait déjà fait une contribution sur le judéo-alsacien, donc c'est un sujet qu'on continue de suivre. Alors La Nuée Bleue. La Nuée Bleue, donc j'ai 100 ans, j'ai 101 ans même, très exactement,
puisque la maison d'édition a été créée en 1921 à Strasbourg, au sein des dernières Nouvelles d'Alsace. Donc on est une des plus anciennes maisons d'édition de France et une des plus anciennes surtout en province. C'est la marque La Nuée Bleue sous laquelle nos livres paraissent maintenant. C'est une marque qui a été utilisée à partir de 1977 par l'éditeur d'alors, Jean Christian, qui a relevé une marque qui existait dans les années 20, qui avait existé de manière très éphémère. Donc on trouve des livres publiés à Strasbourg en 1920, 23, 24 sous la marque La Nuée Bleue. Et en 1977, les éditions des DNA commencent à ressortir cette marque dont voilà, on essaye de continuer à porter. Dans notre catalogue, donc on parle beaucoup d'Alsace, de Lorraine, et au sein de notre catalogue, on a une ligne assez fournie sur le judaïsme, puisque en Alsace et en Lorraine, enfin, je ne vous apprends rien, mais c'est une histoire très riche, très longue, et très en interaction avec l'histoire de l'Alsace. Et donc pour nous, c'est important de faire ce type de livre, et je crois qu'on en fait même de plus en plus, parce qu'il y a de la production et puis de la demande, et sur des périodes variées aussi, hein, sur l'histoire du judaïsme et du Moyen-Âge à nos jours. Alors la rencontre, vous êtes venus pour écouter Alain Kahn, je l'ai effacé, donc il a préparé une conférence, et dans un deuxième temps, j'ai fait une petite sélection, un florilège d'expressions, donc si on a encore le temps, on pourra les commenter, et bien sûr, vous serez invités à poser des questions, à participer, à témoigner, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pourront nous parler un petit peu en judéo-alsacien. Soit ajouté. Bon, merci beaucoup. C'est branché, oui. Ouais. Alors, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président, Maurice Dahan, chers amis, vraiment, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette soirée. Merci beaucoup, Madame Rebaud. Je vous remercie vraiment pour la confiance que vous avez bien voulu me manifester dans ce projet qui, grâce à vous, a pu se réaliser dans de si bonnes conditions. Merci aussi au consistoire, bien sûr. Merci Stéphane d'être venu. Et en particulier à Yoav Rossano, à Laurent Blum et à Brigitte Elkaïm, qui ensemble n'ont pas ménagé leurs efforts et qui m'ont toujours encouragé dans ce parcours. Merci aussi à Françoise, mon épouse, dont les conseils si précieux ont toujours été les bienvenus. Merci enfin aussi à Jackie Lévy, qui est ici présent, à Gérard Salomon et à Roland Bloch, qui ont bien voulu partager leur connaissance du judéo-alsacien. Alors, on appelle le judéo-alsacien le Yiddish-Deutsch. C'est un dialecte, une façon de parler à la juive, si vous voulez, issue d'une part, justement, du Yiddish. Le Yiddish, en judéo-alsacien, c'est l'hébreu, qui vient du mot Yehudi, juif, ou Yet, en judéo-alsacien. C'est-à-dire précisément issu de l'hébreu de la Bible ou de l'araméen du Talmud, dont les termes sont transformés ou déformés, comme on déforme les mots qui sont propres à un patois. D'autre part, il est issu du Deutsch, comme on dit, ou du Ditch en alsacien, c'est-à-dire du Deutsch, de l'allemand, des termes allemands aussi déformés ou transformés, tels qu'ils sont utilisés dans le dialecte alsacien et qui comprend aussi des mots déformés ou transformés du français. En ce qui concerne les mots qui sont issus de l'allemand, il y a par exemple des mots qui sont restés dans le vocabulaire courant. Il y a le Gießef, qui vient de Gießen, verser en allemand. Il s'agit de la fontaine murale, en général en étain ou en cuivre, qu'on trouvait et que l'on trouve encore dans les familles juives. Elle permettait à chacun de se laver les mains selon les prescriptions religieuses, en versant l'eau sur les mains avant les repas, avec un godet assorti à l'ensemble. On peut aussi citer la Schule, c'est connu aussi, qui désigne la synagogue, la Schule, on dit aussi,
ce mot venant de Schule, l'école en allemand, car bien sûr, dans la campagne aussi, on y priait, mais on y suivait aussi des cours de Torah. Ainsi, globalement, le judéo-alsacien, qui utilise beaucoup plus marginalement des mots d'origine qui peuvent être très diverses, comme italienne, latine ou grecque, est issu à près de 90%, d'une part de ces termes typiquement alsaciens, du dialecte alsacien, issu surtout de l'allemand, mais aussi, et c'est la caractéristique, d'hébraïsme. En effet, parallèlement à l'influence de l'allemand et de l'alsacien, les hébraïsmes se sont développés et ces expressions d'origine hébraïque se mélangent à l'alsacien. Certains mots aussi ont fini par être connus de tous, comme dans la campagne, on parle encore de Bayes, c'est la maison ou la bicoque, qui vient de l'hébreu, évidemment, Baït. Il y a des mots qui sont un peu plus moins éloquents, comme Beheim, qui désigne une personne pas très intelligente, alors qu'il vient de l'hébreu, Beheima, l'animal. Il y a un autre aussi qui est très utilisé, c'est quand on traite quelqu'un de Hegel, ça vient de Hegel, le veau en hébreu, pour se moquer d'un imbécile. On peut encore citer un Ganef, qui est très courant aussi, qui vient de Ganav, le voleur en hébreu, un mot que bien des Alsaciens connaissent encore aujourd'hui. Il y a aussi un mot qui est très répandu, en hébreu c'est Sheketz, ça désigne un incroyant. Il est déformé en Shekse, la jeune fille non juive évidemment, ou le Shayetz, c'est le jeune homme non juif. Le mélange des deux est également très courant. Et là aussi, il y a un mot qui est resté, Schlamassel, c'est la catastrophe ou le malheur, ou encore le malheureux dont on a un peu pitié. Ce mot vient de l'alsacien Schlimm, ou Schlimm en allemand, grave, et de l'hébreu Mazal, évidemment, la chance ou le sort. Il y a encore un mot comme, on peut en voir tout plein, ou encore Shaker Sabre, le menteur, de Shaker, le mensonge, et de Sagen en allemand. Enfin, ces mots sont plus marginalement d'origine romane, essentiellement française, comme on l'a déjà vu, mais aussi latine ou italienne. Par exemple, il y a le mot Sargenes, qui vient de Sargano, l'habit mortuaire, ou le linceul en italien. Le mot est dérivé du latin sarica, qui a d'ailleurs donné d'une part sarg, le cercueil en allemand, et sarig en alsacien. Et on peut même ajouter sarge en vieux français et serge en français, c'est le nom d'une étoffe noble en soie. Parmi les mots les plus nombreux qui sont issus que du français, c'est pas très sympathique, on peut citer Belze, la bonne, qui est une déformation du français pucelle, ou Del, ça désigne l'enterrement judéo-alsacien et qui vient tout simplement du mot deuil. Ou encore braille, ça vient du français prier, dans le sens plutôt de supplier. Comme on dit, Mechil braille. Prier se dit plutôt or, et ça vient de orare en latin, comme benche, bénir, ça vient aussi du latin benedicere. Il y a aussi des mélanges comme schmus parientes, les histoires vaines, ça vient aussi de l'hébreu, shemot, les nouvelles en hébreu, et parientes, c'est une curieuse déformation de pour ne rien dire, évidemment avec l'accent alsacien. Enfin, le sandek, c'est le parrain, le kvater en alsacien, qui tient le bébé au moment de la brit mila, de la circoncision. Ce mot a une racine grecque
comme le terme syndic en français, et qui à l'origine désignait l'assistant. Le judéo-alsacien, qui est apparu dès le XIIIe siècle, a connu son essor en tant que langage du quotidien dès le XVIIe, puis il s'est surtout développé au cours des XVIIIe et XIXe, surtout dans la campagne alsacienne. En effet, les Juifs d'Alsace, avant la Révolution, ne pouvaient pas s'installer dans les grandes villes. Ce fut après la guerre de 30 ans, lorsque l'Alsace est redevenue française, que des communautés se sont créées ou se sont développées dans des villes moyennes, dans les bourgs et surtout dans les villages. Le Yiddish Deutsch est devenu ainsi le parler de l'entre-soi et de la connivence avec autrui. Il se développait dans les petites communautés rurales dont les membres exprimaient ainsi leur appartenance pour le meilleur et le pire. Leur appartenance à une identité de destin, comme le concevait Claude Vigée. C'est dans ce contexte rural que ce dialecte a pris toute son ampleur. D'abord pour les Juifs, entre eux, dans leur vie quotidienne, puis, comme on l'a dit, il était connu par les non-juifs, car une réelle proximité existait, surtout dans les villages où il n'y avait pas de quartier juif, de Judenhof. Alors les non-juifs connaissaient les habitudes, les coutumes et un certain, si vous voulez, un certain vivre ensemble avant la lettre, qui a caractérisé cette vie campagnarde. Le voisin non-juif fréquentait la famille juive, ainsi la fameuse Shabbos Goy, la non-juive du Shabbat, venait lui allumer et éteindre la lumière, le Shabbos, la Shabbos lampe, la lampe du Shabbat. Le voisin non-juif recevait des matzos, de la matzah à Pessah, et cette proximité a permis de mettre en relief ce langage. Il venait aussi prendre un goûter dans la seke, dans la souka, construite dans le jardin ou sous une ouverture du toit lors de la fête de Sukkot, la fête des cabanes justement. Par la suite, il s'est maintenu un certain temps dans les villes moyennes et dans les grandes villes, où petit à petit, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, il est en quelque sorte tombé en désuétude. Mais les traces sont toujours vivantes, puisque malgré tout, il a été transmis de génération en génération, et même dans la campagne alsacienne, dans les villages où il y avait une présence juive, des non-juifs ont conservé des expressions judéo-alsaciennes qu'ils avaient entendues de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cet intérêt pour ce langage ne se dément pas. Au niveau de la religion juive, les expressions sont nombreuses, puisqu'elles ressortent de la pratique religieuse, qui était très ancrée, qui était bien ancrée dans les communautés, dans les familles, où elle était omniprésente à travers la présence, par exemple, de la Pfelle ou de la Tfelle, le livre de prière, de Tefila, la prière en hébreu, ou le Mesrach, le Mizrach, l'Est en hébreu, ce tableau bien en vue qui indique la direction vers laquelle il faut se tourner pendant la prière. C'est aussi une véritable langue d'experts. Et là, on peut évoquer évidemment le marchand de bestiaux, le Peimesendler. Là aussi, c'est l'hébreu Beheima et Händler en alsacien, c'est le marchand, car il est reconnu comme ayant de solides connaissances. Le paysan lui fait entièrement confiance, car son diagnostic ou ses avis sont toujours pris en compte. Et lorsqu'il lui dit que telle affaire est une metzia, une bonne affaire, aussi de l'hébreu matzia, l'affaire, il le croit sur parole. Sa façon de parler caractérise le juif alsacien de la campagne et lui permet de s'adapter à toutes les situations. À la maison, à la synagogue, dans la vie quotidienne, il s'exprime donc dans ce langage savoureux. Avec ses amis non juifs, avec ses clients,
Il parle en alsacien, ou comme il disait, Goyimlich, à la façon des non-juifs, ou encore, il y avait une autre expression, en Galersdeutsch, en alsacien des curés. Le curé, c'est le Galer, en judéo-alsacien, et ça vient de Galar, en hébreu, qui évoque la tonsure. Ce langage peut aussi être considéré comme une sorte de code d'honneur. La parole donnée chez tout commerçant ou intermédiaire est sacrée. Il n'a pas besoin d'un écrit. Dans un premier temps, on se tape légèrement la main et pour conclure une affaire définitivement, on se tape fermement les mains et cela vaut toutes les signatures. Le marchand de bestiaux ou même le colporteur, qu'on appelle aussi le Bandelmann, avec son baluchon en bandoulière, appelle Boros Medine, le pays des vaches, Parot en hébreu et Medina, le pays en hébreu. Ou bien encore, il y a différents exemples. Altkirch est appelé Altdefle. Alt, c'est Dieu en allemand, et Defle, c'est l'église en judéo-alsacien qui vient de Tefila en hébreu, la prière, et donc ici c'est le lieu où l'on prie. Cet état d'esprit dont parlait André Neher se reflète ainsi à travers ces expressions, ces mots qui intègrent souvent un franc-parler, souvent de l'ironie, mais aussi un humour salvateur, un humour qui fait souvent mieux passer la critique. Je vous donnerai pour l'occasion un exemple de cet humour, si présent d'ailleurs dans les expressions et à travers les fameuses mots-cheliches, les petites histoires, comme celle-ci, que l'on peut rapprocher de la couverture du livre. D'abord, en quatrième page de couverture, on peut lire « Ich will nichts vermassern ». Je ne veux rien dévoiler. C'est un secret. Ça reste à découvrir donc. Vermassern, ça vient précisément de l'hébreu « massar », transmettre, et de Marc Thérèse, c'est en secret. On peut donc dévoiler le secret que représente la première page de couverture, à savoir le dessin et l'expression qui dit qu'il n'y aura pas encore de chasana, de mariage, puisque la jeune fille sur l'image fait bien comprendre qu'elle ne veut pas le jeune homme qu'on lui propose. Elle ne le veut pas. Lors du pshao, comme on disait, la présentation par un autre personnage connu dans la campagne alsacienne, le Schalchen, le marieur. À propos de ces présentations, j'ajouterai juste cette moscheliche, cette petite histoire qui a été racontée. Hendele de Buxwiller était allé avec Chaim, son fils aîné, chez les Chaïs à Chirofen. C'était une entrevue discrète. Chaim devait ainsi faire la connaissance de Blimel, la fille des Chaïs. Sachant que son fils était un goinfre, Hendele lui fit la leçon. Et surtout, sers-toi sans excès pendant le repas. Au début, tout alla bien. Chaim ne prit qu'une assiette de Knöpfelsoup et qu'un morceau de brochet. Mais lorsque on mit sur la table une belle poitrine d'oie, il perdit toute retenue, se servit sans modération, puis au dessert, il fit tellement honneur au chalet, au gâteau à base de pain et de pommes, qu'il n'en prit pas moins que 3 morceaux. Hendele était pâle de colère. À peine se retrouva-t-elle en tête à tête avec son fils, qu'elle explosa en disant « C'est Schacharbene-Büche, c'est une honte, comme tu t'es conduit. » Faisala lui coupa la parole. « Mamele, cela n'a pas d'importance. Quand nous étions arrivés à la poitrine d'oie, j'avais déjà décidé que je n'épouserais pas cette fille. » J'ajouterai encore une histoire que mon père aimait raconter, celle d'un juif alsacien qui était allé à New York par curiosité et surtout pas par conviction, monsieur le grand rabbin. Il a assisté à un office libéral où les femmes étaient aussi appelées à la Torah.
Après le premier appel, sur les 8 appelés, le Chazan a annoncé Yamot Sheni, que la deuxième personne monte à la Torah. Lorsqu'il a vu que c'était bien une femme qui était appelée, il s'est écrié Tesish Osar Keshaini. Celle-ci n'est vraiment pas une beauté, car en hébreu, Shaini veut bien dire deux, mais en judéo-alsacien, cela veut aussi dire belle ou une beauté. Le Shein en alsacien ou Schön en allemand. Voilà. Voici maintenant quelques exemples d'expressions pour vous donner une idée comment elles sont traduites et commentées. C'est Shokötoriet Holzin Shabbos. C'est un bon juif, il respecte son Shabbos. Le terme Shabbos, le Shabbat, le jour du repos du samedi, dans le judaïsme, vient de Shabbat, chômé en hébreu. Selon le texte biblique, il dit que l'Éternel a chômé le 7e jour et s'est reposé. Yet vient pour les juifs de Yehudi, juifs en hébreu, et pour les non-juifs, Yot en alsacien, plutôt de Jude, juif en allemand, et Halt vient de Halten, garder, respecter. Le juif pratiquant était effectivement respecté par les non-juifs, qui d'ailleurs étaient familiers de ses pratiques religieuses et appréciaient au fond d'eux-mêmes ses comportements qui reflétaient une rigueur morale, en particulier cette coupure du Shabbat par rapport au rythme si dur de la semaine. Ils aimaient voir ces juifs endimanchés, en l'honneur de leur jour de repos du samedi, se promener, apaisés pour l'occasion, dans le village, avec leur mine réjouie. Quand le Shabbos